D'accord. Viens là, au moment où on a la... Alors je vous avais promis un septième ciel, le voici, le voilà, juste derrière vous. Hop, maintenant devant vous. Il se trouve ici. C'est l'endroit où il y a le plus de concrétions qui sont accumulées. C'est pour cela qu'on l'appelle comme ça. Alors pour revenir un peu sur les concrétions, j'ai commencé à vous en parler au tout début. En fait, c'est tout ce que vous allez pouvoir observer autour de vous. Cette accumulation de matière rocheuse, en effet, dans laquelle on inclut les stalactites et les stalagmites. Est-ce que ça vous parle déjà, stalactite, stalagmite? Oui, parfait. Est-ce que vous avez la petite phrase pour bien différencier les deux? Je crois que j'ai entendu par là. Non. Stalagmite, ça monte, stalactite, ça monte. Stalagmite, ça monte, stalactite, ça tombe. En effet, donc sur le plafond du gouffre, vous allez retrouver toutes les petites stalactites, hop, et juste en dessous, sur la paroi, des stalagmites qu'on appelle stalagmites cierges, parce qu'elles sont toutes fines, contrairement à celles qui se trouvent derrière moi, qui sont beaucoup plus imposantes. On dirait de la cire, mais ce n'en est pas. Alors, pour expliquer un petit mot sur la formation de toutes ces concrétions, et puis à la base aussi, comment est-ce que les gouffres se forment, il faut savoir que la plupart des gouffres se forment dans des massifs calcaires. Alors, toute la roche que vous avez autour de vous, c'est du calcaire. Obligé. Et pour comprendre la formation de tout cela, et puis ce qui érode aussi la roche, il faut remonter au moment où l'eau de la pluie tombe à la surface. Puisque lorsqu'elle tombe à la surface, elle vient s'infiltrer dans le sous-sol, et c'est là qu'elle va se charger en gaz carbonique, et par conséquent qu'elle va devenir acide. C'est ce qui fait que lorsqu'elle va s'infiltrer dans les fissures et fentes de la paroi rocheuse du calcaire, elle va dissoudre un peu de ce calcaire et également en emporter avec elle. C'est ce qui fait que lorsque la goutte d'eau, comme il en tombe beaucoup ici dans cette cavité, vous allez sûrement en recevoir sur la tête, moi ça m'arrive toutes les heures, lorsque l'eau elle rencontre une cavité plus importante au contact de l'air et du fait du changement de la température et de la pression, c'est ce qui va faire qu'elle va cristalliser le calcaire qu'elle a emporté avec elle. Ces facteurs-là sont des facteurs de cristallisation, comme ça qu'on appelle. Donc, à la base, une petite goutte suspendue à la galerie, par amas successif et cristallisation du calcaire, ça va former la stalactite qui tombe. Et au fur et à mesure que l'eau s'écoule dessus, ça va contribuer à l'agrandir. Et puis, la petite goutte qui se trouve au bout, qui tombe au sol, crée un petit impact et par amas cristallisé en hauteur. Donc, vous l'aurez compris, l'une ne va pas sans l'autre. Et puis, quand elles sont très vieilles, toutes les deux, quand elles ont beaucoup grandi, il arrive qu'elles se rejoignent d'un bout à l'autre et donc qu'elles fusionnent ensemble. C'est ce qui va former, c'est ce qu'on appelle des colonnes. Et les colonnes, vous en avez une toute fine juste ici, dans le 7e ciel. Il n'y en a pas beaucoup, mais si vous regardez sur ce côté, c'est des colonnes aussi également beaucoup plus imposantes, également là-bas derrière. Est-ce que vous connaissez d'autres noms de concrétions, mis à part stalactite, stalagmite, un petit peu courant? Pas du tout. Ça veut dire que j'ai plein de choses à vous apprendre, alors ça va. Alors, pour d'autres concrétions qu'on peut voir déjà observer ici, ça se passe juste au-dessus de vos têtes. Hop. Et ça se place au plafond du gouffre, c'est tout ceci qu'on va retrouver, qu'on appelle des disques. Il y en a un également là, de bien éclairé, hop, juste ici et juste là. Tout à l'heure, vous allez pouvoir monter là-haut, le belvédère des disques, et donc pouvoir mieux les observer. Mais pour le moment, je vais quand même toucher un petit mot sur leur formation. En fait, c'est exactement comme les autres formations dont je vous ai parlé. C'est le calcaire qui vient se cristalliser, mais là, l'eau, au lieu de tomber d'en haut, elle jaillit d'une fissure qui est horizontale à la paroi. On voit bien de ce côté, les différentes strates du calcaire qui forment des fissures horizontales. L'eau, là-haut, elle va jaillir de cette fissure très fine, à peine quelques millimètres, sous pression, et venir cristalliser ce calcaire de part et d'autre de la fissure. Ce qui fait que chaque disque comporte deux plateaux, une partie supérieure et une partie inférieure.
Et à mesure que l'eau s'écoule le long de ces plateaux, ça va contribuer à agrandir le disque. C'est assez simple comme fonctionnement. Et puis, des fois, il y a des petites gouttes qui persistent dans la partie inférieure du disque, hop, et ça va former ce que vous voyez juste en dessous, ici, des stalactites. Et lorsque toute la partie inférieure du disque est remplie de stalactites, c'est ce qu'on va appeler de véritables lustres. Et les lustres, vous aurez la chance d'en voir 3 de beaux, de bien formés, de très vieux. Dans la salle suivante, dans la salle rouge, vous me direz si vous les voyez du premier coup. Et pour la petite anecdote, eh bien, la partie inférieure de celui-ci, ce lustre-là, est tombé il y a plusieurs centaines de siècles, ici. Donc vous le verrez mieux en passant, il est sur votre droite, le vestige de l'ancien lustre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, eh bien, on poursuit par là-bas, vers la salle rouge. La salle rouge, c'est celle-ci. Puisque l'eau, elle est rouge. Le stabilisateur, ça ne bouge pas. Au moins, je suis. Ils sont magnifiques. Juste pour moi, il y en a 2. Elle a dit 3. Non, là, non. 2. Non, là, 1. Là, peut-être là, le deuxième. Là, non. C'est pour ça avec les gros rond là. Ah ouais. Ah si, t'as raison, il y en a un 10. Mais oui, c'est ça. J'en vois que 2 alors. Et le troisième. Ah bon, c'est sur celui-là, le troisième. Ouais, je vois pas où tu vois un disque. Oh, ça descend. Il descend les gens. On n'a pas dû descendre. Après, on a fait, donc ça va aller en tendance. Je pense qu'on a le droit d'y aller. C'est bon, on va pas laisser, donc on continue la visite là. On remonte, on va cliquer là-bas. Également, les lustres dont nous avons parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez pu les voir et les trouver? Là. En effet, ici se trouve un regroupement de 3 lustres, 3 vieux lustres autour du disque. En effet, les stalactites qui ont mis assez de temps pour se former. Est-ce que vous avez une idée de l'échelle de temps qu'il faut pour que toutes ces formations se grandissent? Ben, il y en a certaines qui ont 700 ans, il y en a certaines qui ont 1000 ans. En fait, on va compter qu'elles prennent toutes 1 centimètre par siècle, tous les 100 ans. En fait, il faudrait la mesurer pour connaître exactement son âge. Alors, je vous ai dit, en général, quand il se trouve quelque chose au-dessus, eh bien, c'est pour tout ça qu'on retrouve des choses en dessous. Eh bien, ce lustre serait à l'origine de ce qui se trouve juste sous lui, cette concrétion stalagmitique qui, on dirait, a été sculptée par nous, mais en fait, c'est bien l'eau qui l'a faite. Et puis, eh bien, on ne sait jamais, dans quelques milliers d'années, peut-être que les deux se rejoindront et formeront une colonne. Mais on ne sera pas là pour le voir. Alors, je vous propose d'observer celle qui se trouve juste derrière, ici, qui est bien formée pour qu'on puisse la voir. Ça fait bizarre. Ouais, c'est. Les formes, ça fait sont des enfers. Oui, Donc, dans cette salle, vous aurez sûrement remarqué la différence entre les couleurs.
assez flagrant, plus que tout là-haut qu'on avait. D'un côté, une imposante coulée rouge et de l'autre, un mur d'arabonite tout blanc. Donc les arabonites, ce sont, vous le verrez tout à l'heure en passant devant, mais ce sont des formations qui viennent se grouper en bouquet en corail, ce sont de fines aiguilles comme ça, qui partent dans tous les sens. On va appeler ça d'ailleurs des fleurs de roche. Vous aurez remarqué à quel point elles sont blanches et translucides. En fait, il faut savoir qu'à la base, toutes les concrétions sont blanches et sont translucides et elles vont venir se colorer à partir du moment où dans l'eau, il y a la présence d'un corps étranger, d'un métal ou d'impureté. Ce que vous pouvez d'ailleurs... Voilà, j'allais poser la question, vous avez déjà eu la réponse. On va laisser deviner les autres. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu donner donc, la couleur rouge à la grande coulée? En effet, c'est bien l'oxyde de fer qui est trouvé dans l'eau qui a donné cette couleur-là. Donc, mettez fer. Alors au début, ça se colore en jaune bizarre, et puis après, ça vire à l'orange pour arriver au brun rouge. Donc, toutes les variations de couleurs que vous voyez ici est principalement due à l'oxyde de fer. Et pour la petite histoire de cette coulée, cette grande coulée, c'est probablement par là qu'est sortie la rivière il y a des millions d'années. Il y a des millions d'années, la rivière, elle coulait au niveau du parking là-haut. Et elle se serait engouffrée donc de ce côté par un petit trou et à travers des galeries qui avaient été formées à cause de l'érosion. On en a un petit peu parlé là-haut. L'eau de la pluie qui vient dissoudre le calcaire, etc., etc. Il faut imaginer que vraiment la rivière était sous pression. Alors elle a littéralement tout cassé sur son passage. Hop, elle est passée par là, elle a tout cassé pour venir se retrouver là-haut. Et là-haut, il faut imaginer comme des eaux tourbillonnaires qui ont littéralement fait effondrer le plafond de ce gouffre, strate par strate, dont on peut encore voir la grande coulée de débris sur le côté. Pour le reste des débris, ils ont été évacués au fur et à mesure par l'eau, qui a doucement creusé son chemin. Vous savez, l'eau, elle cherche à s'infiltrer par tous les moyens, partout. Elle a quand même eu un peu plus de difficultés de l'autre côté de la route du gouffre, puisque le calcaire est beaucoup plus compact que de ce côté-là. Donc elle a pu s'y infiltrer moins facilement. Bien sûr, ce creusement, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il a fallu pour que le gouffre atteigne cette envergure-là? On compte en millions d'années et on en compte 6 millions d'années environ pour que le gouffre atteigne cette hauteur-là et que la rivière rejoigne son lit souterrain actuel. Voilà pour la petite histoire du creusement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut se baigner ou pas? Ça dépend si vous êtes frileux ou non. L'eau est à 14 degrés comme l'air. Ensuite, ici, c'est pas vraiment profond. On peut pas sauger à la rigueur, ça fait un petit bain de pied. Vous me direz, la fraîcheur, c'est bon pour la circulation. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'accès qui mène à l'eau ici. Il y aura un bourg dans la salle suivante, mais on ne va pas y plonger, évidemment. Sinon, il est possible la visite. Ça va se faire de ce côté-là. C'est le tout nouvel aménagement. C'est la galerie des cristaux. Il n'était pas là l'année dernière. Alors, vous allez là. Vous allez pouvoir observer les arabonies de très près. La seule chose que je vais vous demander, ce sera bien sûr de ne pas y toucher, puisqu'elles sont très très fragiles. Faites également attention à l'escalier qui est assez pentu pour les grands. Attention à la tête de la roche. Et on se retrouve au-dessus de l'air. Ah, il faut monter. Et après, tu montes. Encore, tu fais la grotte, tu passes par là. Hein? Tu fais la grotte, tu passes par là. Bah... Ça c'est beau. C'est sûr que c'est une idée, je veux savoir tout ça. Hein. Ah bah non, mais c'est pour ça qu'au final, j'ai pas fait. Et hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop.
Il y en a plein qui se créent. Et là, un tout nouveau, celui-là. Celui-là. Et il est relié à celui-là. Celui-là. Et il est relié. Et là, Combien de temps pour gagner 1 centimètre à 1 millimètre? Non. 100 ans. pareil. 1 centimètre pour les 100 ans. Faut écouter les gars. Et faire la décoration là d'abord. Le but c'est d'en prendre plein les yeux, mais de se comprendre. C'est ça. Justement, ça, nous, ça a des milliers. On va monter. Moi j'ai fini. Eh quoi, c'est blanc. Parce qu'il n'y a pas de calcaire de métal à la vie. Hein? Elle a dit la couleur orange avec un peu de l'eau avec du métal. Et c'est quel de métal? L'acier. Fer. Pareil. Cristal. Ah non, c'est déjà parti. Et elle a tout. Un chemin. Celui-là, il se crée avec celui-là. Celui-là se crée avec celui-là. Ah bah lui, il est relié. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr que les gens touchent pas ce qu'ils ont été obligés de faire. Bah, ils sont obligés, c'est sûr. Oui. Oh, ça pourrait être géant ici. Ah bah. Ceux qui se forment. Je vais pas toucher. Oh, il faut se baisser, le toit il est contre nous. Oh, le milieu de câble. Oh, on se tape la tête. Mais c'est pour ça que c'est assez étonnant et qu'on appelle ça des excentriques. Donc ça part dans le sens. Oh. Attends. Oh, wow, c'est haut là. C'est un peu haut. On va le vide. Il y a 215 mètres. C'est encore plus. Ouais, ça rend pas bien. C'est pas. On peut descendre. Je vais descendre. Est-ce qu'on peut? En tout cas, je sais pas. Peut-être je me mets dans mon groupe. Je vais me perdre avec des autres groupes. Ah non, il y a tout mon groupe qui descend.
Et du coup, c'est une des plus grandes caves de l'Europe. C'est situé en France, en bas. Alors, ah, il pleut dessus. Oh, j'essaie de prendre des coups sur le téléphone. Ah non, je suis en train de prendre des coups sur le téléphone, je sais. Une fontaine d'eau. Hop, peut-être une luminosité pour que vous voyez mieux. Donc on appelle ça une draperie tout simplement puisqu'elle nous fait penser à un drap ou un rideau qui tombe. Et en fait, eh bien, à l'inverse des stalactites qui vont tomber en individuel comme ça, la draperie elle va vraiment venir se coller à la paroi tout simplement parce que la voûte est inclinée. Donc l'eau va ruisseler et suinter tout du long de cette fissure qui est, vous l'aurez remarqué, verticale, contrairement à celle des disques, hop, là-haut, qui ont des fissures horizontales. Il est où le disque? Il est là. Hop. Donc si vous voyez des parois inclinées, des bouteilles inclinées, attendez-vous à y trouver des draperies. On en a également des petites, hop, sur ce côté-là. Et puis là-haut, si on cherche bien, parmi les stalactites, on a également des draperies là. Et une idée. Oh, il y en a une tonne. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. C'est aussi que... Alors vous le verrez quand vous passerez mieux devant tout à l'heure, parce que là on est nombreux, donc on voit peut-être pas tous ce tableau, mais vous verrez que nous sommes le petit point rouge tout à droite. La grande salle du bout, on le voit bien, mais vous verrez que eh bien, les galeries elles s'étendent bien plus loin. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, on a topographié 20 km de galeries souterraines. Et ce n'est tout que pour le moment, puisque ce n'est à peine la moitié du parcours. Il reste encore la moitié à découvrir, jusque là en fait où la rivière ressort à sa résurgence. Sa résurgence qui se trouve à La Source, donc le village qui n'est quand même pas si proche de Cabrespine que c'est là. Vous pourrez le voir sur cette carte ici. Cabrespine avec la perte de la Clamou. Et puis cette rivière, elle ressort ici, à La Source. La résurgence qu'on appelle la résurgence du précipice. Donc les recherches avancent doucement. Voilà. Pour le moment, nous sommes bloqués au niveau d'un siphon terminal. Le siphon terminal, eh bien, c'est un grand trou d'eau où il n'y a que l'échelon moins 25 qui a été atteint. On n'a pas vu par où l'eau ressortait. On y progresse difficilement puisque c'est étroit à cause de la roche et qu'il faut y aller avec des bouteilles d'oxygène. Donc ce sont des recherches qui avancent lentement mais sûrement. Revenez peut-être dans quelques années, on aura fait d'ici là sûrement d'autres découvertes, puisque les galeries souterraines de Cabrespine n'ont pas dévoilé tous leurs secrets. Si vous avez ce grand trou, on appelle ça la cheminée du gouffre. Hop. Alors ici, vous êtes assez proche de la surface. Il y a à peine 7 mètres de roche qui nous séparent de la surface. Contrairement à ce qui se trouve de l'autre côté, au point le plus culminant, il y a entre 40 et 50 mètres de roche qui nous séparent de la surface. Et vous aurez sans doute tous remarqué ceci. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi il s'agit? Une racine. En effet, il s'agit d'une racine d'arbre. C'est la racine d'un chêne vert. D'ailleurs, ce chêne, eh bien, il a été géolocalisé à la surface en 2016. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller le voir. En rejoignant le sentier de randonnée qui se trouve à gauche, en sortant du gouffre, il y a un petit panneau qui va indiquer son emplacement. Donc tout à l'heure, quand je vous ai un peu parlé du creusement, aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, eh bien, c'est que la nature au-dessus, elle a permis de rééquilibrer les voûtes. Voilà. Après, il faudrait mieux pas que ce chêne-là meure, parce que si la racine tombe, eh bien, ça ferait un trou et ça réchaufferait drastiquement l'intérieur du gouffre. Donc il vaut mieux qu'ici, ça reste fermé. Mais en tout cas, c'est assez fabuleux de voir eh bien, que ce chêne a traversé plus de 7 mètres de roche et a déployé plus de 8 mètres de racines pour venir puiser ici
Eh bien, la fraîcheur et l'humidité. 14 degrés tout au long de l'année, 90% d'humidité. Et selon les saisons, comme l'hiver par exemple, où il pleut beaucoup plus, eh bien on frôle les 98% d'humidité. Et ces mêmes facteurs-là, eh bien, sont des facteurs qui sont favorables au vieillissement du vin, qui se trouve tout autour de vous. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à une cave classique où le vin met 2 ans pour vieillir, ici on gagne 1 an sur son vieillissement. Entre 9 et 10 mois, on considère qu'il est bon. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut se trouver aussi à travers ces racines à une certaine période de l'année? Je crois que j'ai entendu le mot en anglais tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre. Il existe un super-héros aussi pour ce nom. Superman? Non. Bien, il n'y a pas Batman dans la grotte, mais il y a des chauves-souris. Et les chauves-souris se trouvent actuellement dans les entrées naturelles des galeries, dont nous avons un petit peu parlé tout à l'heure, dont un trou qui se trouve au sud du village de Cabrespine. Il a été recensé à l'époque une colonie de 60 000 chauves-souris. Aujourd'hui, je ne sais pas si on les a encore, mais en tout cas, on a une grande colonie de chauves-souris avec 10 espèces différentes qui sont protégées. La commune a obtenu un label zéro phyto. En gros, ça signifie qu'on n'utilise pas de pesticides pour qu'elles puissent manger des insectes qui sont bons. Voilà. Est-ce que vous avez des questions de dernière minute? C'est fini. Peut-être que ça vous aura plu, que vous avez vu de belles choses et que vous avez trouvé tout cela intéressant. Sinon, eh bien, au nom de l'équipe, je vous remercie pour votre visite au gouffre géant de Cabrespine et on va se diriger doucement vers la sortie qui se trouve par là-bas. Je vous passe encore une fois pour vous ouvrir la porte. T'arrêtes de pousser. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour une future vidéo.